Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de 20 sur 20. 20 sur 20 vous apporte toutes les nouvelles sur le vin. Cavistes, producteurs, propriétaires, négociants, viticulteurs, ces hommes et femmes n'auront plus aucun secret pour vous. Aujourd'hui, je reçois Théodore, le caviste et sommelier du Barave, un excellent bar à vin dans le 3e arrondissement de Paris. Si vous le cherchez, il se trouve au 6 rue Charles-François Dupuis. Une chose est sûre, vous vous y régalerez. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à le partager et à lui donner une bonne note. C'est extrêmement important pour sa visibilité et pour pouvoir vous en offrir d'autres. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Théodore. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors nous nous trouvons aujourd'hui au Barave, qui est situé au 6 rue Charles-François Dupuis, dans le 3e arrondissement de Paris, un excellent bar à vin qu'on vous conseille ici. Théodore, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Eh bien, oui, bien sûr, je m'appelle Théodore, je suis en ce moment le caviste et sommelier du Barave. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? Qu'est-ce que tu as fait avant, par exemple, d'arriver au Barave ? Moi, là-bas, j'ai fait du droit, donc ça n'a pas grand-chose à Okay. voir. J'ai fait des études un peu classiques à la Sorbonne, droit, sciences politiques, des choses comme ça. C'était il y a un petit moment maintenant. Et effectivement, à un moment, j'ai bifurqué vers le vin, sans trop savoir pourquoi, si ce n'est par goût et par plaisir. Je pense que le virage, ça a été justement en maîtrise de Sciences Po. J'avais fait un mémoire sur la politique européenne viticole. Okay. Et ça a été mon premier déplacement dans le vignoble, puisque j'avais choisi le cadre des Pessac-Léognan. À l'époque, je pense que je buvais plus de Bordeaux qu'aujourd'hui. Et du coup, je me suis intéressé à ça. Ce vignoble qui était à la fois très proche de la ville et en même temps très connu du monde entier, les Graves à Bordeaux. Et du coup, j'étais allé voir le syndicat d'appellation, j'avais rencontré les producteurs, la partie administrative aussi. J'avais fait ce petit mémoire à la Sorbonne. Et en parallèle, je commençais vraiment à m'intéresser. C'est-à-dire qu'au départ, peut-être qu'on achète plus du vin en foire au vin, en supermarché, ce genre de choses. Et puis petit à petit, quand on commence vraiment à s'y intéresser, on s'approche du monde peut-être plus des cavistes, des détaillants. J'ai pas mal lu aussi, c'est vrai. Un truc qui m'a beaucoup marqué, c'était le film de Jonathan Nossiter qui s'appelle Mondovino. Okay. Et il y a eu un film qui est sorti qui était une sorte de condensé de ce travail-là. Mais en fait, j'avais acheté le DVD qui était 10 épisodes d'1 heure sur le monde du vin. Il avait dû tourner ça en 2001-2002. Et du coup, ça donnait vraiment un... Parce que le film en lui-même était plus un pamphlet, ça avait été monté de sorte à accuser certains et à défendre d'autres. Alors que si on regardait vraiment ces 10 épisodes-là, on avait un regard un peu plus extérieur, un peu plus objectif sur le vin en France, en Europe et même outre-Atlantique. C'est très intéressant et ça m'a fait beaucoup... j'ai lu d'autres ouvrages qui allaient... il parle pas mal de Robert Parker, je me suis intéressé à ce monde des notes sur le vin, tout ça. Voilà. Donc ça, c'était un peu le début, les achats de Bordeaux, tout ça, le mémoire sur la politique européenne. Puis après, j'ai commencé à travailler dans une cave à Bastille, où j'ai beaucoup appris, où plusieurs personnes m'ont beaucoup appris, où là, je pense que vraiment, j'ai acquis les bases. Par l'échange, par la dégustation, par le fait de travailler dans un endroit qui avait une certaine ambition en termes de vieillissement des vins, etc. Donc ça a commencé comme ça. Après, j'étais à la fois... donc je travaillais pour cette cave et aussi je travaillais pour une agence événementielle dans le vin. J'ai commencé à donner des cours de dégustation. Donc ça, c'était à l'atelier des chefs, qui est une sorte d'école de cuisine. Mais le soir, on donnait à la fois un cours de cuisine, à la fois un cours d'énologie. Et donc moi, je faisais ça en français et en anglais à des groupes en général. Des groupes de 20 à 40 personnes branchées marques. Ça pouvait être des filles de chez Chanel, des trucs comme ça, okay. qui découvraient l'énologie. Et ça a été aussi formateur pour moi de commencer à transmettre ce que j'avais acquis très récemment à l'époque. Et du coup, en parallèle, je suis parti à Dijon, j'ai fait le diplôme de technicien en énologie. Justement, j'allais te demander si
en plus d'avoir appris sur le tard un peu, comme ce que tu me décris, tu as suivi d'autres études, Oui. formations? Bah, en fait, ça permettait de continuer de travailler. C'est 1 jour par semaine, en fait, ce diplôme que tu fais à Dijon, Université de Bourgogne. Et alors, évidemment, tu ne deviens pas DNO, c'est-à-dire œnologue, en 1 an sur 1 jour par semaine, mais ils appellent ça le diplôme de technicien en œnologie. Ça m'a vraiment plongé dans le vignoble bourguignon. J'ai fait beaucoup de rencontres très intéressantes. Il y avait un vigneron qui travaillait chez Jacques-Frédéric Munier, qui est un grand vigneron de Chambolle-Musigny. Il y avait un vigneron qui était à la fois prof d'histoire et qui aujourd'hui est complètement vigneron et qui est assez connu dans le petit milieu des vins nature dans le Jura, qui s'appelle Ratapoil, qui passait ce diplôme en même temps que moi. J'ai rencontré 2 Japonais qui sont assez réputés, l'un pour être importateur et critique de vin au Japon, l'autre pour avoir monté son domaine dans l'île d'Hokkaido. Il fait des vins nature qui aujourd'hui sont quasiment considérés comme le meilleur vin du Japon. Donc vraiment, c'était intéressant en termes humains, et aussi le fait de se rapprocher un peu du vignoble bourguignon qui était déjà pour moi une grande passion. Que tu connaissais peut-être un peu moins quand j'ai commencé à travailler dans les caves et à découvrir ça, j'ai quand même un peu bifurqué vers... voilà, maintenant on peut en revenir aussi, le goût évolue et ça fait partie du charme de ce métier. Mais à cette époque-là, oui, j'étais très curieux de la Bourgogne et de ses climats et de ses vignerons. Et un monde un peu particulier, complètement différent du Bordelais. Comme le montre d'ailleurs Jonathan Oster dans Monde de Vie. Et puis ensuite, j'ai fait le master de l'EIV, qui est un master, ils appellent ça en wine management, en gestion, économie, marketing du secteur des vins. Ça, c'est sur 1 an et demi, c'est un master itinérant. Okay. C'est l'université de Paris-Ouest, Nanterre, qui le délivre, mais c'est régi par l'Organisation internationale du vin. Et là, tu fais le tour du monde un petit peu, enfin le tour de France, d'Europe, du monde, des universités. Tu vas à la rencontre des acteurs dans leur environnement, donc producteurs, bouchonniers, tonneliers. Ok, donc tu vas pas seulement le vignoble, tu vas vraiment tout l'environnement. Ouais. On a rencontré des Masters of Wine en Nouvelle-Zélande, on a des winemakers en Afrique du Sud. On fait les salons aussi, le London Wine Fair, il y avait une expo au Bordeaux cette année-là. Parfois certains, j'imagine, vont au Provine en Allemagne. C'est un master assez intéressant. Après, on y trouve un petit peu ce que chacun cherche. C'est un peu, faut quand même y mettre du sien, pas hésiter à rajouter des rendez-vous par-ci par-là. Quand on est sur place, autant en profiter. Ok, et donc après ce master, tu as décidé, tu continuais à travailler en même temps, c'est ça? Ah non, là pour le coup, quand j'ai fait le master, à l'époque j'avais ce travail dans cette cave, ce travail de cours de dégustation le soir, et je bossais aussi pour une agence de presse économique, ça n'avait rien à voir, okay. C'était plus dans ma formation, on va dire droit, etc. Le matin, c'était des revues de presse ultra matinales, c'est de la gestion d'actifs, de la finance, et ça me payait des bouteilles de vin. Et non, j'ai tout arrêté pour faire ce master parce que c'est 18 mois plein, hein, donc okay. On voyage, voilà, on part notamment à l'université de Suse-la-Rousse, l'université de Montpellier, on a fait aussi les spiritueux à Cognac. Et quand c'est comme ça, ton université te logeait non, ça c'était toi qui... c'est la difficulté de ce master, c'est qu'on est en groupe et du coup on s'organise pour se loger okay. Le plus raisonnablement possible bien sûr, hein, mais après c'est sûr que c'est un investissement. Et au cours de cette année et demie d'études, c'est vraiment ce moment où tu as pu rencontrer en profondeur l'ensemble des acteurs du domaine, du vin. Peut-être pas l'ensemble, mais en tout cas une partie. Ça a été un gros plus pour la partie étrangère, si tu veux. Okay. Tu conserves des liens avec eux aujourd'hui ? J'ai beaucoup de liens, j'ai pas mal de liens avec certains de mes camarades de master. C'était vraiment une expérience humaine très intéressante. Après, les gens que j'ai rencontrés à travers le monde, je les ai pas forcément revus. Ça, moi, j'ai choisi de continuer ma vie à Paris depuis.
Et, j'ai fini ce master, c'était en 2009. Enfin, fini. Ok. Je l'ai fini il n'y a pas très longtemps finalement, mais en tout cas, le voyage s'est terminé à ce moment-là. Et après, moi, j'ai monté ma cave avec un associé à Paris 5e. Et ça a duré 6 ans. Et après, je suis reparti en voyage. Et maintenant, je suis ici depuis 2 ans et demi. Donc, ça fait à peu près le compte depuis 2009. C'est ça. Fin 2009, début 2010, jusqu'à maintenant, début 2019. C'est ça. Alors je te propose peut-être qu'on revienne sur ce que tu viens de dire. Ouais. Donc tu finis ce master et à partir de là, tu décides avec un associé, un ami à toi. Ouais, un ami du milieu Ok. qui était implanté dans le vin, plus branché vin naturel que moi à l'époque d'ailleurs. Mais voilà, quelqu'un qui avait de l'expérience dans le métier de caviste. Ok, et là vous vous dites on monte notre truc. Oui, ça a pris. Quand je travaillais pour la cave à Bastille, on se croisait souvent sur les salons, donc on discutait de vin. Voilà, on s'est retrouvés sur cette idée de projet-là. Lui, ça faisait longtemps qu'il avait ça, mais il passait pas vraiment la seconde. Et peut-être que moi j'ai accéléré un petit peu ce mouvement-là. Et après, ça a duré 6 ans. On a monté ce qu'on appelle une cave bar à vin, donc ça c'était en 2009. Et voilà, on a trouvé un droit au bail, on a créé un fonds de commerce, on a implanté une licence 4. On est allé voir les vignerons pour se trouver des allocations, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire des sortes de contrats tacites qui sont renouvelés tous les ans par proposition du vigneron qui a peu de vin à vendre et qui te propose telle quantité à tel prix. Et proposition qu'il s'agit d'accepter pour ne pas perdre la location l'année d'après. Pour ne pas être à sec aussi. Voilà. Et voilà, ça, c'était la suite du parcours. Ok, et à la suite de ça, tu m'as dit que tu as repris les voyages. Oui, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait... on a fait 6 exercices, dont la moitié à 2 associés. Puis après, j'ai repris un peu les parts de mon associé qui, lui, est retourné dans une voie plus classique, qui avait pas mal d'obligations familiales, qui était plus âgé que moi. Et voilà. Il n'avait pas eu peut-être le temps de développer davantage ce projet-là. Moi, j'ai fait le choix de continuer. J'ai eu 2 petits associés dormants qui sont venus un peu me seconder dans l'aventure. Et puis j'ai refait 3 exercices et puis un acquéreur s'est présenté au bout de 6 ans. Moi, j'ai eu l'opportunité de conserver mes allocations et de vendre le fonds de commerce. Et c'était l'occasion de changer d'air. Et là, qu'est-ce que tu as fait du coup après quand tu vends ton fonds de commerce, si tu veux tout savoir, tu profites un peu juridiquement, c'est un peu plus compliqué, je pense, qu'une vente immobilière. Du coup, il y avait un délai qui faisait que ce soit un notaire ou un avocat, le produit du fonds, la somme qui correspond au rachat est bloquée pendant un petit temps. Okay. pour que tout soit vérifié au niveau des tout ce qui est crédit-débit. Quoique, même si tu montres patte blanche comme quoi tout a été fait dans les règles, c'est une obligation légale. Du coup, moi j'avais le temps de voyager un peu. Du coup, je suis reparti un peu en tour du monde pendant 3 mois à l'époque, non-stop en one-way ticket, comme on dit. Ce qui n'était pas forcément le cas du master, puisqu'on faisait des allers-retours, on passait souvent par l'Europe, par Paris, tout ça. Et ça m'a permis un peu de compléter ces voyages dans le vin. J'ai fait des choses que j'avais pas fait. Moi, j'ai même découvert le vin birman. Okay. Le Japon, je suis allé rendre visite à mon ami qui fait du vin dans l'île Nord. Au moment des vendanges, c'était marrant. On a égrappé un peu, on a aidé à l'égrappage à la main. Je suis allé dans l'Oregon, j'ai rencontré pas mal de vignerons dans l'Oregon, c'est une chouette région, c'est un peu le Bourgogne des États-Unis, même si c'est très différent, mais bon, c'est le cépage majoritaire en rouge, c'est le pinot noir là-bas, donc c'était intéressant aussi pour moi. Et puis j'ai fait un peu Chili, Argentine, mais surtout l'Argentine au niveau du vin. Chili un peu moins, mais j'ai un peu moins accroché avec le vin chilien, mais en tout cas ceux que j'ai eu l'occasion de déguster là-bas. Mais vin argentin, j'ai trouvé qu'il y a des rapports qualité-prix assez étonnants, assez incroyables. Quand on sort des vins boisés, concentrés, il
il y a vraiment des vins magnifiques qu'on ne trouve pas forcément en France malheureusement, donc peut-être une idée pour l'avenir. Et donc là, pendant ce tour du monde, pendant ces 3 mois, tu te concentres vraiment sur les vignobles, sur les visiter ou non, aussi, disons que c'est mon caractère qui a fait que... Ouais, j'ai oublié la Nouvelle-Zélande, j'étais allé en Nouvelle-Zélande, mais on avait davantage fait le nord et l'île nord et le nord de l'île sud, et là j'ai pu faire un peu l'île sud, vraiment la partie justement centrale Otago, Pinot Noir aussi, que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai fait aussi l'extrême nord de l'île Nord, mais là il n'y avait pas de vignoble. Mais j'ai fait ce que j'avais pas fait la fois d'avant. Ok. Et bon, c'est vrai, après quand on est un peu passionné, quand on est un peu obsessionnel, c'est vrai que le vin on en trouve un peu partout. Et quand c'est quelque chose qu'on a envie de voir au quotidien, même un voyage qui est pas forcément parti pour ça, il le devient un peu par la force des choses. Est-ce que tu as un meilleur souvenir dans de ces voyages, dans un vignoble ou une rencontre dans un vignoble, une rencontre qui m'a marqué, je pense que c'est la région de Stellenbosch en Afrique du Sud. Il y a un vignoble qui s'appelle Franschhoek, et je crois que c'est Franschhoek en afrikaans, ça fait référence à la France, je sais plus exactement pourquoi. Mais on avait rencontré un vigneron qui faisait vraiment un vin sublime qui s'appelle Bokenotskloof. C'était un homme pas ni jeune ni vieux, mais qui venait de Namibie et qui faisait des vins assez incroyables dans cette région qui est assez étonnante, parce que je sais pas si tu as déjà entendu parler du Cape Floral Kingdom. En gros, je crois que tu as 6 ou 7 environnements floraux dans le monde qui correspondent à chaque fois à des grosses parties du monde. Et bizarrement, il y a un environnement floral qui correspond à 0,1% de la planète, c'est autour du Cap. C'est-à-dire qu'il y a des plantes et des fleurs qui ne poussent que là. Et moi, ça m'avait frappé en arrivant en termes olfactifs. C'est très impressionnant. Ouais. Et après, dans le cadre de ce voyage, on est allé on a rendu visite à ce domaine qui faisait des vins assez supérieurs à ce qu'on avait goûté sur place à l'époque, avec de la finesse et voilà, truc. Je me souviens de ça. Ok, super. Merci beaucoup pour ce partage. On essaiera d'aller goûter ces vins de la région. Ça donne vraiment envie. Et donc là, tu finis ce tour du monde, tu rentres à Paris ou en France, et tu arrives au Bar Ave. Alors oui, au bout de quelques mois, parce que moi je me souviens, j'avais même recommencé les entretiens à distance depuis le Chili. J'avais fait un entretien sur FaceTime ou un truc comme ça. Parce que en fait, ce qui s'est passé quand je suis revenu, j'ai remonté une petite société en nom propre qui me permettait un peu de continuer avec les vignerons que j'avais quitté quelques mois auparavant, en leur disant je veux continuer de vous acheter à quelques vignerons seulement, mais continuer de vous acheter les vins que j'ai achetés auprès de vous depuis 5-6 ans via ma cave, pour monter une autre type d'activité, d'achat-vente, de vieillissement, d'organisation de dégustation. Et du coup, il fallait remonter une petite société, ce qui a été fait quand je suis revenu de ce tour du monde. Après, un peu comme... j'avais envie de retravailler et peut-être de changer un peu de quartier, d'ambiance. Ma cave était dans le 5e, dans un coin, on va dire, plutôt entre guillemets conservateur et calme. Et là, ici, au Bar Ave, j'ai trouvé quelque chose de complètement différent, puisque tous les soirs, c'est noir de monde. Et c'est une clientèle assez jeune et aussi d'étrangers qui est intéressante à accueillir, à travailler. Ok. Alors déjà, une information qui est importante là-dedans, c'est que le Bar Ave, c'est noir de monde tous les soirs, ou presque en tout cas. Ouais. Donc pensez à réserver si vous voulez venir ici. Sauf que malheureusement, de ce fait, c'est-à-dire du fait qu'il y a beaucoup de monde et que c'est difficile de faire autrement que d'accueillir les gens au fur et à mesure, on ne prend pas les réservations. Ah, vous prenez pas les réservations ? Je pensais que vous les preniez ? Non. Ok, alors pensez à ne pas réserver avant de venir, mais arrivez tôt. Vous serez sûr d'avoir une place. Madame Doré, cet entretien sera intégralement pas filmé.
Donc là, tu arrives au Barave, on vient d'en parler un peu. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cet endroit tu voulais changer de quartier, avoir une nouvelle clientèle Bah, moi, ce qui m'a attiré aussi, c'est les gens que j'ai rencontrés, le poste qui était proposé, à savoir un poste à la fois de caviste, à la fois de sommelier, où il y avait un gros turnover, beaucoup de débit, et où finalement on me donnait la chance de pouvoir faire une sélection, de pouvoir faire évoluer la sélection et peut-être, moi j'ai cru y voir en tout cas un potentiel qui n'était pas forcément tout à fait exploité sur la sélection des vins et du coup l'orientation du choix des vins. Donc, ça c'est assez... Donc c'est-à-dire que quand t'es arrivé, il y avait déjà une cave qui était un peu constituée, oui. Et toi tu l'as améliorée, changée Bah, je l'ai changé un peu à ma manière, amélioré, je sais pas, j'espère. Oui, effectivement, il y a une cave ici qui existe depuis 12 ans maintenant. Enfin, le bar existe depuis 12 ans, donc la cave, je crois que ça fait une dizaine d'années. Et moi, je suis arrivé qu'il y a 2 ans et demi, donc okay. C'est un lieu qui a une histoire pas ancienne, mais presque. Qu'est-ce que tu as changé, par exemple, en arrivant ? Moi, je suis arrivé avec mon bagage en tête, si tu veux, de tout ce qui est le fruit de tout ce dont on vient de parler. Et du coup, il fallait bien que je fasse une sélection qui était à mon image, entre guillemets, ou en tout cas où je puisse me retrouver et arriver à présenter les vins que je pensais être les plus agréables à travailler, à proposer à la clientèle. Donc je sais pas, j'ai peut-être essayé de rafraîchir un peu tout ça, de garder certaines choses et puis de faire évoluer d'autres. On a pas mal développé, je pense, la gamme justement à location bourguignonne, où il n'y avait pas grand-chose. On a pas mal développé tout ce qui est de l'ordre de la biodynamie et des vins naturels, où moi aussi je me suis un peu pris au jeu depuis quelques années maintenant. Et aussi la gamme de vins étrangers qui quand même se développe pas mal à Paris. On a des vins... on importe maintenant en France des vins étrangers, je pense... qui n'existait pas sur le marché il y a quelques années. En tout cas à Paris, en France, puisque la France reste un pays assez fermé là-dessus, puisqu'on a beaucoup de vin et on est assez, entre guillemets... conservateur sur ce qu'on boit et Pierre aussi. Oui, bien sûr. Mais... Voilà, donc on a essayé de faire ça. On a essayé de... Parce que je suis pas tout seul, on est toujours un binôme en cave. Et on a essayé de développer tout ce qui est de l'ordre de la dégustation, des animations. Alors justement, peut-être parlons-en un peu plus. Quel type d'événement est-ce que vous organisez ici au Barave ? Si tu veux, en général, on propose un programme de saison avec des thèmes, des dégustations qui ont lieu tous les 2 samedis du mois à des budgets divers et variés. Ça, c'est de notre initiative. Les gens sont libres de s'inscrire. Nous, on propose des dégustations générales de 2 heures, 2 heures et demie, avec 8-10 vins à déguster, en général à l'aveugle dans un premier temps, et puis ensuite on découvre, même si la liste est donnée au départ, évidemment, pour intéresser les clients potentiels. Ça, c'est des belles soirées. On a l'occasion de déguster des choses qu'on ne goûte pas forcément tous les jours. Moi, j'essaie de dénicher des trucs intéressants, même parfois qu'on n'aura pas forcément en quantité à vendre, mais sur des petits volumes, voire même à l'unité, pour pouvoir justement organiser ce type de dégustation un petit peu qui sort de l'ordinaire. Et puis en dehors de ça, oui, comme tu l'as vu, on a fait venir un vigneron cette semaine. On l'avait déjà fait une première fois il y a quelques temps. Bon, c'est un truc qu'on voudrait développer, notamment au beau jour, parce qu'on a quand même un espace, une terrasse extérieure. Ça pourrait être sympa peut-être à l'occasion de faire un vrai salon, un mini salon de vigneron sur cette terrasse ensoleillée piétonne. Ça pourrait être une idée pour l'été. Très belle idée pour les beaux jours qui arrivent. Voilà. Alors juste sur l'événement qui est organisé, c'est tous les 2 samedis du mois, c'est ça ? Un samedi sur 2, oui. Un samedi sur 2. Comment est-ce qu'on s'inscrit à cet événement ? Alors en général, nous on imprime un programme qui est disponible à la cave et au bar.
Après, moi, je vais poster des photos avec le programme sur la page Instagram de la cave du Barave. Ça apparaît également sur la page Facebook du Barave. Après, il y a le téléphone, on peut nous appeler. Ça donne quelques moyens comme ça de communication pour faire venir du monde à ces dégustations. Après, évidemment, chacun est libre d'organiser sa propre dégustation. Nous, on fait aussi du sur-mesure. Ça arrive souvent qu'on nous demande à l'initiative de notre clientèle d'organiser pour eux une telle ou telle dégustation. D'accord, donc tu as des clients qui sortent de notre programme. D'accord. Voilà. Okay. Et qui ont, je suppose, aussi leur liste d'invités. Oui, voilà, ça peut être des petits groupes de 5-6 personnes, 10-12, parfois des enterrements de vie de garçon, de vie de jeune fille, des choses comme ça. Ok. Qui veulent être tournés vers la dégustation de vin. Super. Alors, pour présenter peut-être, avant de continuer un peu plus en détail le Barave, il y a une partie cave, une partie bar, mais les deux sont reliés. Absolument, ouais. Donc c'est-à-dire qu'on peut acheter son vin ici pour l'emporter à la maison et le boire tranquillement, oui. sur tes conseils. Et ceux de mon aide. et ceux de ton aide. Et où on peut choisir entre copains de le déguster aussi avec une planche. Voilà. Aussi. C'est ça, c'est une activité duale. Donc il y a de la vente à emporter, tout ce qui est en cave s'emporte, mais tout ce qui est en cave aussi se boit sur table, avec un petit droit de bouchon qui permet de garder des tarifs raisonnables sur place. Voilà, que te dire d'autre ? Est-ce que toi, dans ton activité, tu fonctionnes un peu différemment quand tu conseilles quelqu'un pour le boire sur place ? Bien sûr. Ouais. Oui. Bah déjà, la clientèle à emporter, il y a une clientèle fidèle aussi qui revient, dont on connaît un peu les goûts, qui nous font confiance, ou même qu'on laisse libre de choisir ce qu'ils veulent pour essayer, entre guillemets. Évidemment, sur tout ce qui est à emporter, parfois, une question récurrente, c'est de savoir ce qu'ils vont manger, si toutefois il y a lieu de proposer un accord, un vin qui se fâche pas avec la nourriture, c'est déjà un premier point. Ici, c'est un petit peu moins, comme on est bar à vin, comme tu dis, on propose des planches, des petits trucs chauds, voilà, des petits plats qui sont dédiés, parce que voilà, c'est l'heure de l'apéro ou l'heure du dîner, tout ça. Mais on va pas faire des accords mets et vins de haute gastronomie, c'est pas l'idée de ce lieu. C'est un lieu chaleureux, dynamique, jeune. Et donc l'accord mets et vins est parfois moins étudié ici, on va dire. C'est plus l'ambiance, l'envie des clients, soit d'être rassurés, soit de découvrir quelque chose de nouveau, voire quelque chose d'atypique et d'original. Est-ce que toi, dans cette cave, t'as un vin préféré ? Un vin préféré ? Celui que tu conseilles peut-être le plus, qui plaît au plus de monde, sans que ce soit forcément le meilleur, mais qui en tout cas... Ouais, je suis pas très fort en termes de best-seller, mais c'est une bonne question. Bah souvent je pense que par exemple il y a un domaine qui marche très bien en côte chalonnaise, donc en Bourgogne, mais on va dire la partie un peu moins chère de la Bourgogne. C'est un domaine qui s'appelle le domaine Gouffier à Mercurey. Et on va dire que ce soit le simple Bourgogne rouge, les Mercurey villages, les climats de Mercurey en rouge, le Bourgogne blanc à ligoté ou le Bourgogne blanc tout court, ou les Mercurey blancs, Rully blanc, tout ça ça passe. On n'en a pas assez d'ailleurs, mais c'est des très bons rapports qualité-prix, et je pense à ça, ouais, parce que c'est un vin qui est souvent en rupture, donc je pense que ça doit être celui qui se conseille facilement et qui a beaucoup de succès. Ouais. En plus des événements que vous organisez ici, donc tu m'as parlé des dégustations, d'essayer de faire venir des vignerons ou un peu du sur-mesure, il y a aussi un petit jeu, c'est celui du vin mystère, oui. Une sorte de dégustation à l'aveugle, c'est ça ? Absolument. Oui, bah alors ça existe ici depuis très longtemps, je crois. Effectivement, parmi la carte, on a une carte de vin au verre au bar, on va avoir une douzaine de vins au verre à proposer, rouge et blanc, pétillant, sec, sucré et mystère. Il y a donc un vin mystère blanc et un vin mystère rouge, qui est un petit jeu de la dégustation qui permet
Tout le monde de s'amuser. L'idée, c'est qu'on vous donne une petite feuille avec un crayon et vous dites ce que vous avez perçu. On vous demande d'inscrire sur votre feuille la région, l'appellation et le cépage. Et en fonction de ce que vous trouvez, vous gagnez un verre, un demi-verre ou même la bouteille, si vous trouvez les 3 éléments. Alors quel taux de succès est-ce que l'animation a des demi-verres et des verres, ça arrive souvent. Et puis la bouteille, elle est quand même trouvée de temps en temps, puisque c'est à cette occasion-là, généralement, qu'on va changer le vin mystère. C'est une fois que le vin est découvert. Alors ça peut arriver au bout de 2-3 semaines, le jeu durera pas plus longtemps d'ailleurs, comme ça peut arriver au bout de 2-3 jours que le vin soit trouvé. Dans ce cas-là, on partage sur Facebook la photo de la bouteille et de la personne qui l'a trouvée. Et est-ce que c'est souvent les mêmes personnes ? Est-ce que tu as un peu les mêmes profils qui reviennent pour s'amuser à essayer de trouver, sans que ce soit les mêmes qui le trouvent, mais est-ce que tu... Oui, c'est vrai qu'il y a des fidèles du vin mystère, mais après, pour ceux qui... Oui, je sais pas trop. À vrai dire, c'est la partie qui est déléguée à mon aide caviste. Du coup, je suis pas le spécialiste du vin mystère, mais je sais qu'il y a quelques férus de ce jeu, effectivement. Ça marche. On va passer aux questions un peu plus classiques. On arrive à la fin de cette interview, à moins que tu aies quelque chose peut-être à rajouter avant sur le bar-ave. Là, comme ça... Ça marche, je pense que c'est normal. Alors, il y a 2 questions un peu classiques auxquelles les invités sont amenés à répondre. La première, c'est si tu avais un livre à conseiller sur le vin pour une personne qui désire en savoir un peu plus, développer ses compétences et même se préparer à des dégustations, qu'est-ce que ce serait ? Au risque de répondre un peu à côté, peut-être pas forcément un livre sur le vin, mais moi ce qui m'a marqué par rapport à l'univers, on va dire, de la dégustation, je suis très Bourgogne, etc., notamment parce que ce sont des vins, on va dire, sont des vins plus d'esprit que de matière. Et je pense que le livre, ce qui est intéressant d'emporter, c'est peut-être le parfum de Patrick Suskind, qui est un livre sur tout cet univers olfactif. Alors après, sinon je sais que Jim Harrison, qui est un grand écrivain américain, a pas mal écrit sur les paysages, sur les voyages, sur la vie des hommes, mais il y a toujours pas mal de liens avec le vin dans la littérature de Jim Harrison, et notamment fan du domaine Tempier à Bandol. Ok. Il en parle beaucoup. Ça marche. Alors on a bien noté ces 2 livres. C'est drôle que tu parles du parfum parce qu'on est aussi en train de le lire de notre côté. D'accord. C'est assez drôle. La deuxième question, c'est si tu devais partir sur une île déserte et que tu ne pouvais emporter qu'une seule bouteille avec toi, avec l'objectif de la boire quand même à un moment donné, Oui. Laquelle ce serait ? Je pense pour pouvoir en boire pendant... parce que là, le problème du vin, une fois qu'il est ouvert, c'est qu'il s'oxyde. Du coup, pour prolonger un peu le plaisir, même s'il y en a un petit peu moins dans la bouteille, ce serait une bouteille de vin jaune, qui est un vin du Jura, qui est un vin oxydatif, qui peut se boire un peu à une température un peu élevée. Donc, Parfait pour une île pour le côté pratique, je crois que c'est pas mal, parce qu'on peut boire une bouteille de vin jaune sur un mois et demi, peut-être un peu plus, selon les cuvées. Donc une bouteille d'Arbois Pupillin. C'est bien noté. C'est bien noté pour ces belles recommandations de lecture et de vin à emporter. Est-ce que tu l'as ici, ce vin jaune d'ailleurs ? Oui, on en a un certain nombre, comme je suis assez fan. Je pense qu'on est peut-être la cave qui a le plus de vin jaune. Est-ce que, alors du coup, c'était censé être quasiment la fin de l'interview, mais j'en profite pour poser peut-être une des dernières questions. Est-ce que tu as vu une remontée en puissance du vin jaune dans les tendances un peu des bars à vin dans leurs propositions ou pas ? Il y a une montée en puissance qui date maintenant plus d'hier des vins du Jura en règle générale, parce que c'est comme je parlais au début de mon ami Raphaël Monnier, domaine Ratapoil à Arc-et-Senans, qui fait du vin nature là-bas, alors qu'il a appris l'énologie à l'université de Bourgogne, où on n'apprend pas du tout à faire du vin nature, c'est ça qui est amusant. Il y a vraiment toute une génération, un dynamisme qui est très impressionnant dans le Jura.
Du coup, ces vignerons-là, ils font aussi des vins rouges, aussi des vins blancs secs classiques, mais ils font aussi de l'oxydatif. Alors, c'est pas forcément toujours des vins jaunes, mais ça peut être des vins de voile qui vont connaître 2-3 ans de voile, chardonnay, savagnin, voilà. Le vin jaune, c'est que du savagnin, il faut 6 ans et demi de voile, donc c'est un peu particulier. Mais même tous ces vignerons-là, on s'essaye sur un fût ou deux à faire du vin jaune. Donc oui. Après, pour te répondre un peu plus au bout, je suis allé dans un bar à vin il n'y a pas longtemps qui s'appelle le Verre Volé. Et elle avait le vin jaune de chez Étienne Thiebaud, le domaine des Cavarades. Et je me suis rendu compte qu'en fait, elle me disait qu'elle ne le vendait pas à la bouteille parce que ça ne se vendait pas tellement. D'où elle le faisait au verre, puisque par rapport à l'île déserte, c'est facile de faire au verre une bouteille de vin jaune, même si c'est une bouteille un peu rare, un peu chère. Et du coup, moi j'ai bu la bouteille parce que je trouvais ça cool de boire la bouteille. Mais visiblement, c'est pas ce qui se vend énormément à la bouteille. Voilà, ça reste plus anecdotique que le reste des vins du Jura qu'on vend ici en tout cas. Ok, Serge, merci beaucoup pour cette réponse. Donc le Barave, c'est au 6 rue Charles-François Dupuis, dans le 3e arrondissement de Paris. Vous avez un site web, lebarave.fr, une page Facebook, une page Instagram. Alors l'Instagram, il faut plus pour l'instant aller sur la cave du Barave, qui est plus dynamique que le Barave, je crois, qui vient juste d'être créé sur Instagram. C'est bien noté, dans tous les cas, abonnez-vous aux deux, vous verrez de très belles bouteilles et ça vous donnera envie de passer. Merci beaucoup Théodore. Avec plaisir, merci pour à toi. Ces quelques minutes et à bientôt. À bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté. S'il vous a plu, je vous invite à l'aimer et à le partager autour de vous. A très vite sur 20 sur 20.